Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Donc, on va pour la seconde fois faire un webinaire sur la présentation de notre nouveau véhicule Apollo en présence de Tomcat. Merci Élie et Guillaume d'être avec nous aujourd'hui pour vous présenter ce nouveau millésime après le succès d'Apollo 4. Peut-être Élie et Guillaume, je vous laisse vous présenter rapidement. Oui, donc c'est Élie Dupré de Saint-Maur. Je suis un des cofondateurs de Tomcat et le CEO de Tomcat Factory, société qu'on a fondée il y a un peu plus de 5 ans maintenant, à la fin de l'année 2020. Chez Tomcat, je suis en charge de 2 choses. J'interviens donc sur le processus de sélection des startups qu'on fait rentrer dans les programmes Tomcat. Et je suis également en charge de l'accompagnement sur les sujets marketing et stratégie. Sur lesquels j'ai une expérience de un peu plus de 25 ans. Avant Tomcat, j'ai été directeur marketing de Doctolib. Et avant ça, j'étais membre du comité exécutif en charge du marketing et de la stratégie dans une très belle société qui s'appelle Edenred, société du CAC 40, dans laquelle j'ai passé 3 ans à transformer très fortement la stratégie de croissance de cette boîte. Voilà pour moi. Merci Élie. Et pour ma part, donc, Guillaume, CFO de Tomcat, moi, ça fait plus de 8 ans maintenant que je fais de l'investissement. Une première année private equity, donc là c'était vraiment focus, on va dire PME. Et ensuite, depuis 7 ans, je fais de l'investissement particulièrement sur la partie startup. J'ai démarré par 4 ans dans un réseau d'investisseurs où je m'occupais de tous les closings des deals sur des startups qui étaient sur des levées aux alentours de 500 000 € à peu près. Donc des boîtes qui sont à peu près sur le même niveau de maturité que ce qu'on fait aujourd'hui. Et depuis 3 ans, je suis chez Tomcat et je m'occupe notamment de la sélection des projets avec mon équipe d'analystes et de l'accompagnement des startups qui rentrent dans le programme sur les sujets financiers. Les sujets financiers étant avoir les bons outils pour piloter la boîte au quotidien, bien prévoir l'avenir et être sûr d'avoir suffisamment de cash jusqu'à une éventuelle prochaine levée ou l'atteinte de la rentabilité. Et troisième sujet, bien prévoir les tours de table suivants et les conditions qui vont avec. Voilà pour moi. Merci à vous deux. Et pour ma part, donc Nicolas Lefebvre, je gère toute la partie gestion privée de Club Funding, le déploiement des nouvelles solutions et les relations investisseurs. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, l'alliance Club Funding Tomcat, vous le savez, pour les investisseurs qui sont déjà rentrés dans le précédent millésime, mais on a travaillé depuis maintenant quelques mois avec Tomcat pour trouver une solution d'investissement, notamment en venture capital. Donc, en venture capital, on arrive au moment où on est à l'amorçage des sociétés, mais l'avantage de travailler avec Tomcat, c'est qu'ils incubent ces sociétés, ils vont rentrer dans le détail, et elles ont déjà du chiffre d'affaires. Donc, ça permet de quand même être une étape un peu supérieure sur l'échelle de risque. On offre sur la plateforme la possibilité d'investir et donc de se diversifier, encore une fois, dans notre politique aujourd'hui de mutualisation et de diversification des produits. On a la chance aujourd'hui de travailler avec le plus grand accélérateur de référence en France pour les sociétés, c'est-à-dire Tomcat. Merci, messieurs, de votre confiance. Rapidement, quelques mots sur Club Funding. Donc, nous, ça fait depuis 30 ans qu'on existe. On a connu une croissance très soutenue, notamment les dernières années, une diversification de notre offre qui s'est accélérée. Donc là, je ne reviens peut-être pas sur toutes les solutions qu'on propose. On aura le temps d'en reparler derrière, mais on est évidemment à l'origine très connu sur la dette privée immobilière, tout ce qui est lié à l'equity. Historiquement, le Girardin industriel des fiscalisations dans les dom-tom, les fonds, les produits structurés, notre SCPI Vitality, Apollo, notre sujet du jour et tout ce qui va être sujet de apport-cession pour les chefs d'entreprise. Quelques chiffres. Donc, aujourd'hui, on a un petit peu plus de 50 000 investisseurs en direct et intermédiés par nos amis CGP ou Family Office, Multifamily Office. On a investi un peu plus de 2 milliards d'euros sur l'ensemble de nos verticales et on gère un peu plus de 1,2 milliard depuis 2026 avec tous les remboursements qu'on a déjà perçus. On est membre de la French Tech depuis 2023, ce qui nous permet d'avoir un écosystème intéressant et surtout de pouvoir vous proposer et travailler sur des nouvelles solutions, notamment la solution qu'on va vous présenter aujourd'hui.
Messieurs, je vous laisse la parole pour la présentation de Tomcat et l'intérêt de ce nouveau millésime Apollo 5. Merci Nicolas. Alors peut-être quelques mots sur Tomcat pour commencer, et juste pour comprendre ce qui nous a amené en fait à créer Tomcat il y a un peu plus de 5 ans maintenant. En fait, on a tous été business angel pendant pas mal d'années, et en fait, on s'est aperçu que la façon dont on investissait en tant que business angel individuel était quand même pas très optimale. Donc pour le dire simplement, quand on est business angel individuel, ce qui se passe en général, c'est qu'on reçoit des decks de levée de fonds qu'on reçoit en général par son réseau de copains. On voit une équipe fondatrice pendant 1 heure qui ont plutôt une belle idée, des jolis slides, ils pitchent bien. Et sur cette base, on décide d'investir 10 000, 50 000, 100 000 euros selon ses moyens. Donc, autant dire que le niveau d'analyse, en fait, avant de prendre une décision d'investissement, est quand même pas génial. Et en fait, c'est sur la base de ce constat-là qu'on s'est dit, OK, on va essayer, on est très motivé pour investir, pour aider les entrepreneurs français. Par contre, il faut qu'on travaille différemment. Et la façon différente de travailler qu'on a trouvée et qui a présidé à la création de Tomcat, c'est l'idée de se dire, OK, on va faire 3 choses qui vont nous aider à travailler différemment et à enlever du risque dans cette classe d'actifs startup qui est hyper intéressante, hyper stimulante intellectuellement, mais qui présente un niveau de risque élevé. Et donc, ces 3 choses qu'on fait, c'est quoi? La première chose, c'est qu'on va beaucoup travailler sur le niveau de jeu de l'équipe fondatrice. Donc, on va vous en parler un petit peu plus après, mais en gros, on accompagne les sociétés pendant une période de 6 mois d'accompagnement intensif, pendant lesquels on va travailler notamment 5 grandes verticales de sujets, qui sont un peu tous les sujets auxquels sont confrontés une jeune équipe entrepreneuriale. On va parler de marketing et de stratégie, c'est-à-dire tout ce qui concerne la stratégie d'acquisition client, la proposition de valeur, le pricing, tout le go-to-market, quel segment on attaque, etc., etc. On va beaucoup travailler sur les sales. Ça, c'est très important parce qu'on a une spécialité chez Tomcat qui est de faire des startups B2B, donc des startups qui vendent aux entreprises, qui ont un modèle d'affaires B2B ou B2B2C. Et donc, la dimension commerciale est très importante. Et donc là, on va vraiment les accompagner au plus près. On va travailler leur organisation commerciale. On va travailler leur technique de vente. Donc, on va écouter comment ils font des appels commerciaux. On va leur donner du feedback sur comment améliorer leur capacité à convertir des prospects, leur capacité à signer plus vite, à défendre leur prix, à répondre aux objections, etc. On va travailler la dimension leadership, c'est-à-dire tout simplement la dimension humaine de l'aventure entrepreneuriale. Donc là, on va beaucoup s'intéresser à l'alignement entre les fondateurs, sujet très important. On va travailler beaucoup les sujets de recrutement et de valeurs d'entreprise, c'est-à-dire est-ce qu'on a une équipe fondatrice en face de nous qui a bien défini ses valeurs et notamment le type de personnes dont ils ont besoin autour d'eux pour avoir du succès. On va beaucoup les aider sur le recrutement d'ailleurs aussi, puisqu'on a, et je vais y venir sur le point d'après, on a créé une petite équipe à l'intérieur de Tomcat qui fait de la chasse de talents, qui s'appelle Tomcat Talents. 4e dimension qu'on va travailler, c'est Guillaume qui l'a évoqué rapidement tout à l'heure, on va accompagner les entrepreneurs et les entrepreneuses qui sont chez nous sur les notions de financement, donc la trajectoire d'entreprise qu'ils veulent, la stratégie de financement qui correspond à cette trajectoire et tout le management financier quotidien de leur boîte pour leur éviter, on va dire, des erreurs funestes dans la matière. 5e dimension qu'on va travailler avec eux, tout ce qui concerne la tech et le produit. Donc là, on va les aider sur comment bien gérer leur roadmap produit, comment bien organiser leur équipe tech produit aujourd'hui et surtout demain, et éventuellement retravailler avec eux certaines notions de parcours utilisateur pour augmenter l'usage de leur solution. Donc ça, c'est la première chose qu'on fait, c'est qu'on travaille le niveau de jeu de l'équipe fondatrice pendant 6 mois. 2e chose qu'on fait, c'est qu'on va travailler à la qualité des premiers recrutements. Très important, nous, on est spécialisé non seulement dans les sociétés B2B, mais aussi dans les sociétés early stage. Donc, les sociétés qui rentrent chez nous font typiquement 20 000 € d'MRR en moyenne, 20 000 € de revenus récurrents mensuels. Donc, on est sur des sociétés qui sont jeunes, qui vont être amenées à recruter. Et quand on est amené à recruter, quand on a une société jeune, si on se trompe dans ces 2-3 premiers recrutements, ça fait très mal. Et donc ça, on l'a compris assez rapidement à la création de Tomcat. Et on a créé donc cette petite équipe qui s'appelle Tomcat Talents, qui va être un chasseur de tête, en fait, dédié aux sociétés du portefeuille Tomcat et mutualisé entre elles.
Et donc, on va leur sourcer des talents, et notamment des talents commerciaux. Troisième chose qu'on fait pour enlever du risque, c'est qu'on va complémenter notre accompagnement par un network, un réseau d'experts, de mentors et d'advisors qui va apporter une plus-value supplémentaire en termes d'expertise sectorielle ou fonctionnelle et qui va aussi mettre en jeu son propre réseau pour apporter des opportunités d'affaires aux sociétés du portefeuille. Donc voilà, pour comprendre un petit peu les 3 choses qu'on fait chez Tomcat qui nous permettent d'enlever du risque sur cette classe d'actifs venture. Si on passe à la slide d'après. Merci Elie, je te coupe une seconde. Je ne l'ai pas dit en préambule, mais vous avez un chat sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Julien, merci, on a bien vu votre question. Je pense qu'on va y répondre pendant la présentation et si on n'y répond pas, on prendra le temps à la fin de répondre à toutes celles auxquelles on n'a pas répondu. Merci Elie. Je t'en prie. Donc voilà, ça fait un peu plus de 5 ans qu'on a commencé ça. Hein. On a accompagné une centaine de startups à date, donc tout en B2B, qui se retrouvent à peu près dans les 6 verticales qui sont mentionnées là et qui correspondent peu ou prou à des decision makers côté B2B. C'est-à-dire qu'on a des sociétés qui vendent à des DRH, donc on appelle ça Future of Work. On a des sociétés qui vendent à la PropTech, donc à des decision makers plutôt dans le cycle de vie de l'immobilier. On a des sociétés qui vendent à des decision makers marketing et vente, ce qu'on appelle consumer engagement, donc des outils au service du marketing et des ventes. Future of Finance, donc là, c'est des sociétés qui vont vendre à des directeurs financiers ou à des directions financières. Des sociétés qui vendent plutôt côté DSI, donc ce qu'on appelle IT and Cyber. Et puis, on a également quelques sociétés à impact. Tout ça constitue plus de 200 entrepreneurs et entrepreneuses alumni de Tomcat qui sont passés chez nous. Donc, on commence à avoir un bon recul, on va dire, sur ce qu'il faut faire pour accompagner des jeunes sociétés B2B comme ça. Ce que je voulais vous dire également, c'est que, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, on s'entoure également d'un réseau d'investisseurs et d'advisors qui viennent compléter ce qu'on fait avec de l'expertise fonctionnelle ou sectorielle. Ces investisseurs qui travaillent avec nous, ils sont répartis dans à peu près 3 types d'univers. On en a pas mal qui viennent vraiment du secteur de la tech. Donc des gens comme Olivier, par exemple, Olivier Payès, qui est un des fondateurs de Aircall, une des très belles réussites de la tech française. Arthur Waller, qui est le fondateur de Penny Lane, très très belle réussite de la tech française également. On a un deuxième profil qui sont plutôt des investisseurs expérimentés, donc des gens qui ont une grosse expérience d'investissement, mais pas forcément dans le vertical de la startup, donc qui ont fait beaucoup d'immobilier, par exemple, ou qui ont fait des produits structurés, ou des gens qui viennent du secteur bancaire, comme Jean-Pierre Mustier, qui est un grand banquier européen, donc secteur immobilier, Christophe Courtin, par exemple, qui est très connu dans l'investissement immobilier. Et puis, troisième catégorie d'advisors et d'investisseurs qui bossent avec nous, c'est des gens qui sont plutôt dans l'univers corporate, qui sont C-level dans des corporates, et qui viennent apporter leur carnet d'adresses dans leur vertical. Voilà. Arthur est le parrain de ce millésime. Absolument. Donc, Arthur nous fait l'amitié d'être le parrain de la promo Apollo 5. Dernier mot que je voulais vous dire sur la méthode de sélection. Un des trucs qui nous caractérise aussi chez Tomcat, c'est qu'on est extrêmement exigeant dans la sélection des sociétés qui rentrent chez nous. Pour vous donner quelques chiffres, on examine à peu près 2500 dossiers par an. Ces 2500 dossiers génèrent 1500 premiers contacts. On se dit, tiens, là, c'est intéressant, première conversation de 30 minutes. De ces 1500, on va en retenir 150 sur lesquels on va avoir une conversation beaucoup plus approfondie. Et ça, c'est moi qui l'amène. Donc, j'en fais 150 par an, des conversations comme ça. Donc, c'est des conversations d'1h30 que je prépare pendant 1 heure avant. Donc, on rentre vraiment dans le détail. Et là-dessus, je vais en garder à peu près la moitié, que je vais ensuite faire passer chez Guillaume, chez Patrice, chez Jérémy, mes associés. Et de là, va sortir une trentaine de boîtes par an. Donc, à peu près une grosse dizaine tous les 6 mois qu'on met dans une promo. Donc, on est sur un taux de sélection, vous voyez, qui est de l'ordre de 2%. Donc, on est vraiment très, très sélectif. J'ai l'habitude de dire, pour plaisanter, que c'est 3 fois plus sélectif que d'entrer à HEC. Puisque c'est à peu près 6% des candidats qui rentrent dans cette belle école que j'ai faite il y a une vingtaine d'années. L'accompagnement, je vous l'ai déjà raconté dans les grandes lignes. Ce qu'il faut retenir, c'est que, et ça, et d'ailleurs tous les entrepreneurs qui bossent avec nous le disent, la façon qu'on a d'accompagner les entrepreneurs est unique en France.
Il y a beaucoup de structures en France, d'incubateurs, d'accélérateurs, etc. Je peux dire, sans exagérer, qu'on est les seuls à le faire de la façon dont on le fait, c'est-à-dire à vraiment rentrer dans l'opérationnel. Donc concrètement, une équipe d'entrepreneurs qui va venir chez nous, quand elle bosse avec moi sur le pricing, eh ben, on va rentrer dans son pricing, on va refaire son pricing du sol au plafond. Il y a beaucoup de sociétés qu'on aide à monter leur prix de façon assez radicale. On n'a pas le temps aujourd'hui, mais voilà, je pourrais vous raconter plein d'exemples de sociétés qui vendent 3 fois, 4 fois, 5 fois, jusqu'à 6 fois plus cher 6 mois après, parce qu'on les a aidés à comprendre la valeur qu'ils créent pour leurs clients et donc ils osent vendre plus cher. Et on fait la même chose avec Sarah sur les sales, on fait la même chose avec Patrice sur les sujets RH, les sujets d'équipe. On fait la même chose avec Jérémy et Guillaume sur les sujets de financement, avec Pierre sur les sujets de tech et de produits. Donc, on a vraiment cette méthode assez unique et qu'on a peaufinée pendant 5 ans, où on rentre dans le détail opérationnel et on change les choses dans l'équipe de fondateurs et la première équipe qu'ils ont rassemblée autour d'eux. Guillaume, est-ce que peut-être tu peux nous dire quelques mots sur la due diligence qu'on fait et les critères de sélection qu'on a pour faire rentrer les boîtes chez Tomcat? Ouais, tout à fait. Merci, Elie. Aujourd'hui, on a une méthode de due diligence en plusieurs étapes qui se fait en parallèle des points de rencontre avec les partenaires. Donc, on va avoir un premier rendez-vous avec un analyste qui va défricher, on va dire, 90% des dossiers et en envoyer 10% à Elie. Donc, sur ces 1500, Elie en reçoit 150. En parallèle de cette étape-là, on demande déjà deck et business plan pour que Elie puisse, pendant son call, avoir un maximum d'échanges pertinents sur ces sujets-là. Ensuite, avant mon entretien qui consiste à évaluer la partie financière, et ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis quelques mois et qui porte déjà pas mal ses fruits, on vous en parlera après sur Apollo 5. On demande les fichiers d'écriture comptable à jour, on demande les DSN, donc pour qu'on puisse voir la liste des salariés, combien chacun est payé dans chaque structure. On demande les relevés bancaires. Et donc moi, quand j'arrive en rendez-vous, je suis capable du coup d'avoir en un coup d'œil, grâce à notre logiciel, la vue presque en live de la société d'un point de vue comptable et RH, ce qui me permet, d'identifier s'il y a des problèmes comptables, puisque si le FEC n'est pas à jour, il y a un sujet de pilotage financier, de visibilité sur ces sujets-là. Et 2, ça me permet de challenger tout un tas de choses relatives au niveau de dépenses, le cash burn, les encaissements par rapport aux revenus déclarés et tous ces sujets-là qui, en fait, permettent de dérisquer grandement le sujet, puisqu'entre le discours de l'entrepreneur qui est en campagne auprès d'investisseurs et la réalité, malheureusement, il y a parfois un écart, et cet écart, en fait, on le comble avec cette due deal financière. Et ensuite, on arrive sur un troisième point d'étape une fois que le dossier passe chez Jérémy et Patrice. Donc là, on a avec Jérémy et Patrice des échanges qui sont plutôt sur la dimension entrepreneuriale, l'ambition et la vision d'entrepreneur. Et en parallèle, on va faire passer des profils de personnalité à ces entrepreneurs, des questionnaires pour bien comprendre comment ils fonctionnent au quotidien et entre eux aussi, parce qu'on est souvent sur des équipes de 2 ou 3 personnes. Et à la fin des fins, finalement, on a réussi à faire une due deal business, finance et humaine qui est assez complète et qui nous permet de produire les documents que vous avez vus dans le deck de Clubfunding. Désolé Guillaume, j'ai avancé un petit peu, mais pour essayer de respecter un peu le timing qu'on s'était fixé. Ouais, j'accélère juste, je précise une chose. Donc, on est passé juste sur la dimension accompagnement. Donc, si je me projette en tant qu'investisseur pour dérisquer finalement mon investissement avec Apollo, j'ai plusieurs dimensions. Il y a une dimension accompagnement qui a été soulevée par Elie, donc la recette Tomcat. Il y a une dimension sélectivité. On va aller chercher 2% des boîtes qu'on voit toute l'année. Il y a une dimension diversification dont on va parler juste là avec les différents batchs. Mais il y a aussi une dimension, et qui était un peu l'idée de la slide d'avant aussi, soutien financier, puisqu'en fait, on a un fonds d'investissement qui opère chez Tomcat dans un temps 2 et qui, en fait, va aller financer les boîtes les plus performantes des batchs sur les tours d'après. Donc, finalement, ça garantit aux investisseurs qui investissent dans les batchs Apollo le principe d'avoir un acteur derrière qui est intimement lié à tout ce qui se passe chez Tomcat et qui va préempter en fait les tours de table pour aller financer les startups sur les tours d'après. Donc, cette slide-là, elle résume la performance des 4 batchs à Apollo. Donc, on a démarré mi-2023
on commence à avoir pas mal d'historiques. D'ailleurs, je vais vous faire une petite mise à jour. Ça va répondre à une question dans le chat de chacun des batchs, puisqu'on a bouclé les reportings là, en début de semaine. Donc, Apollo 1, on est à plus 325% de croissance de revenus sur 2 ans et demi. Sur la cohorte des boîtes qu'on a toujours en portefeuille, puisqu'il y en a 2 qui sont sorties. Une qui a fait un bel exit, qui est Mantra, on est sorti au bout de 2 ans, et une autre qui malheureusement a dû déposer le bilan. On a 3 levées majeures dans ce batch, avec la levée de Nadjar, la levée de Mendo et la levée de Ersas, dont les 2 premières citées sont des grosses levées. Hein. On parle de levées de 15 millions d'euros et de 3,5. Donc ça, c'est vraiment les 2-3 boîtes qui drivent le portefeuille. On a aussi des sociétés qui sont sur des profils quasi rentables, notamment Clovis, Ersas, Azeo. Donc là, on est très proche du break-even, ce qui dérisque aussi la perte éventuelle sur ces startups-là. Apollo 2, on est à plus 242% de croissance de revenus en 2 ans, avec une levée de fonds majeure qui est la levée de Webin, qui est un peu la starlet du batch Apollo 2. C'est aussi toute la beauté des batchs, c'est que quand on a 1-2 boîtes qui performent énormément, en fait, ça va tirer la performance globale de tout le portefeuille. Et Apollo 3, qui est une promo un peu plus récente, Apollo 3 qui a été lancé il y a 1 an. Aujourd'hui, on est à plus 100% de croissance en 1 an, donc quasiment tout pile. Et Apollo 3, on a un profil de performance qui est assez différent d'Apollo 1 et 2. Apollo 1, on va dire qu'on est concentré sur 2-3 boîtes sur les 10. Apollo 3, on a 8 startups dans le batch et on a 5 boîtes qui sont particulièrement performantes. C'est-à-dire que sur ces 5 boîtes, elles sont quasiment toutes au million d'euros de revenus, alors qu'elles ne l'étaient pas quand elles sont rentrées en programme. On parle notamment de Seclair, de UCAN, de Comin, de Compta-Secure et de Upclaim. Et donc, en fait, on a 5 boîtes qui soutiennent la performance. Il n'y en a pas une encore qui a explosé, mais en tout cas, on est très confiant. Et d'ailleurs, pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fonds Tomcat est déjà au capital de l'une d'entre elles, des Compta-Secure. Et on est en train de s'intéresser à financer 2-3 boîtes parmi celles que je vous ai citées, ce qui permettra de soutenir en fait la courbe de valo pour les investisseurs qui sont rentrés dans Apollo 3. Apollo 4, donc données toutes fraîches, on a plus 23% de croissance en 3 mois. Apollo 4, en fait, on pourrait couper la promo en 2. Il y a eu, on va dire, un pool de 3-4 boîtes qui a été performant dans la continuité de ce qu'on avait prévu, même au-delà. On parle de Carcall, on parle de Certificall, qui sont des boîtes qui sont passées de 37 à 52 de MRR et de 40 à 62 pour Certificall, donc très belle croissance. On parle aussi de Kiro et Playpro qui ont une belle croissance. Et après, il y a 3 boîtes sur lesquelles il y a eu une période un peu de pivot, de restructuration avec nous qui a été assez intense, d'où le fait que la croissance ne soit pas aussi explosive. Ou en tout cas, on est sur un bon niveau de croissance, mais on aurait pu aller chercher plus sur les 3 premiers mois. Obsidia, qui est, avec lequel on a bien bossé sur la stratégie commerciale et le go-to-market. Praise, où là, il y a un pivot produit, une grosse amélioration de la valeur ajoutée client et donc un recentrage sur des grands comptes qui, du coup, fait que la boîte a stagné. Mais en janvier, on a des très bonnes nouvelles qui commencent à arriver. Et Enricher, qui s'est restaffé aussi sur l'aspect commercial avec le départ du Head of Sales. Et donc ça, c'est 3 boîtes qui sont toujours sur les bons rails, mais qui en fait ont une période avec nous assez intense en termes de travail et de restructuration. Et juste un mot sur Apollo 5, puisque ça a été posé, et je profite de parler de tous les batchs pour faire un petit teasing d'Apollo 5. Tu as raison, comme ça on répond au fil de l'eau, c'est parfait. Voilà, exactement. On a récupéré la donnée à fin novembre, donc qui est la donnée qui vous a été communiquée. Là, on a fait un arrêté à fin janvier. On est à plus 23% de croissance en 2 mois. Donc, en fait, pour le dire autrement, Apollo 5 a fait ce que Apollo 4 a fait en 3 mois, avec un top performer qui est Meteoria, qui est passé de 6 000 € de MRR à 25. Donc, en fait, on est sur une grosse croissance qu'on avait senti déjà. Hein. C'est pour ça que la Valo était déjà à des niveaux de boîte qui fait 20-25 000 € de MRR, parce qu'il y a vraiment un démarrage très fort sur cette activité. Après, on a 2-3 boîtes aussi qui performent bien. Referly, qui a fait plus 3 000 € de MRR en 1 mois. Control Rich qui est passé de 18 000 à 25 000 € de revenus mensuels. Et il y a un autre point important sur Apollo 5 pour conclure, c'est qu'on a un niveau de risque
qui, je trouve, est relativement plus faible que ce qu'on avait pu avoir avant, du fait de la due deal financière qu'on a mis en place sur les derniers mois et qu'on a particulièrement poussé, puisqu'elle existait déjà sur les promos d'avant. En tout cas, aujourd'hui, on a trouvé un rythme de croisière sur notre capacité à analyser vite et bien des boîtes sur cette dimension-là. Et en fait, aujourd'hui, sur 9 boîtes Apollo 5, on en a 6 qui ne sont pas loin du break-even. C'est-à-dire que si demain, il va y avoir une croissance plus molle que prévu, il y a une capacité en fait à retourner sur, on va dire, une dimension assez frugale, un fonctionnement assez conservateur pour retrouver en fait le break-even et dérisquer en tout cas le sujet. Voilà, donc la slide qui est ici vous présente quatre porte-drapeaux Tomcat dont on est particulièrement fier. Manda, qui est notre premier exit, société qui s'appelait Hello Syndic quand elle est rentrée chez nous, sur laquelle on a eu en fait un accompagnement assez fort sur la croissance qu'on a financé à l'époque avec un SPV puisque notre fonds n'existait pas et sur laquelle on a fait x2,5 en l'espace de 2 ans et on est sorti sur une série B sur laquelle Nexicap, fonds Majo, est rentré. Une très belle croissance et ensuite là aujourd'hui c'est une boîte assez importante dans le domaine de l'immobilier. Nadjar, on vous en a parlé très rapidement tout à l'heure, belle série A de 15 millions d'euros fin 2024. Mendo, pareil, boîte Apollo 1, belle série A de 3,5 millions. Mendo, pour la petite anecdote, qui sur le trimestre 2024 a doublé son ARR. Donc c'est une boîte qui faisait 1,2 million au début du trimestre, ou 1,3 million au début du trimestre 4 2025 et qui a fini le trimestre à 2,5 millions. Donc en fait, énorme croissance avec des gros sujets, grands comptes qui commencent à s'activer après un cycle de vente assez long. Donc voilà, très content de la trajectoire de Mendo. Et Abi, un play très différent des 3 premiers, puisque Abi, c'est une recette B2C appliquée au B2B. C'est une solution de gestion d'activité pour les travailleurs indépendants. Donc en fait, travailleurs indépendants étant une cible assez, avec des comportements assez consumer, leur stratégie d'acquisition est basée uniquement sur du marketing, du branding, du parrainage, de l'influence. Et en fait, ça marche très bien. C'est une boîte qui est passée de quasiment pas de MRR mi-2022 à 3 millions d'ARR mi-2025, avec voilà, une stratégie go-to-market assez différente, ce qui montre finalement qu'on a su accompagner des typologies de boîtes aussi assez différentes. Et on ne vous a pas cité d'autres startups comme Skygazor, qui sont des boîtes un peu plus deep tech, sur lesquelles on a aussi un bon impact. On est assez content. Merci Guillaume. Petite slide rapide pour comprendre le capital risque, sujet qui nous anime aujourd'hui. Quand on crée une société, on connaît une phase de croissance, donc tout se passe bien. Donc on commence tout doucement et on commence à avoir du MRR. Donc le MRR, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est du chiffre d'affaires mensuel qui est récurrent. Apollo 5, mais c'est également le cas de Apollo 4 et de ses prédécesseurs, n'intervient que quand on a minimum 20 000 euros de MRR, ce qui dérisque une grande partie des structures parce que ça prouve qu'il y a de l'activité et déjà des clients. On intervient après, donc un petit anglicisme, le product market fit, c'est-à-dire que déjà le produit est connu et en maturité auprès des clients et même des investisseurs qui pourraient se positionner rapidement, comme vous pouvez le voir dans la phase de croissance. Très vite, on essaye de faire des levées pour aller en série A, B ou C et faire un exit total. Donc, le moment du 20 000 euros de MRR, il n'est pas choisi par hasard par les équipes de Tomcat, bien naturellement. C'est un moment clé dans la courbe de valorisation où c'est le bon moment pour rentrer, pour espérer faire des multiples intéressants. Investir avec Club Funding, comment ça fonctionne? Donc, on s'occupe de manière exclusive de la commercialisation et distribution de ce millésime. C'était également le cas pour Apollo 4. Donc, les investisseurs Club Funding que vous êtes intervenaient directement dans le véhicule Apollo 5 qui lui-même investit dans les différentes structures. C'est important de vous dire que toutes les sociétés ont exactement le même capital reçu. Il n'y a pas une société qui a plus que les autres, le but étant justement de mutualiser ce risque et d'avoir une traction identique à travers les sociétés. On a un objectif qui n'est pas garanti comme tout investissement, mais en tout cas, l'idée, c'est de faire 3 fois votre mise en 5 ans. Au fur et à mesure des sorties, je l'ai vu dans les questions, donc il y a à chaque structure qui sort et une redistribution, sauf si vous êtes en PEA-PME, on en reparlera,
parce que pour profiter de l'avantage fiscal, les fonds ne sont pas distribués. Et on a un ticket minimum à partir de 1 000 €, sauf pour les PEA-PME, parce que ça nécessite derrière une gestion auprès de vos banques qui n'ont pas le même process entre toutes les banques. Donc, on a un minimum de 5 000 €. Apollo 5, donc nouvelle promotion. Les indicateurs clés, 2,3 millions d'euros qu'on va chercher auprès des investisseurs. Par rapport à Apollo 4, nos investisseurs commencent à avoir une vraie connaissance du sujet. Donc, la collecte va beaucoup plus vite. 180 000 € de MRR combiné du portefeuille. Aujourd'hui, Nicolas, je te coupe, 220 000 € du coup à fin janvier. D'accord, super, 220 000 €. C'est que des D'où bonnes le nouvelles. plus 23% de croissance. Donc, plus de 50% d'ambition de croissance. On revient rapidement sur la répartition sectorielle des sociétés, mais vous avez l'information sur la plateforme et au besoin, vous revenez vers nous pour avoir les documents de ce millésime. Pardon. Donc, on a de la PropTech, de l'IT, Future of Work, Consumer Engagement. Toutes les sociétés sont bien définies à travers une page recto avec les informations clés dans le dossier d'investissement. Donc, surtout, n'hésitez pas. Je vois qu'on est un peu pris par le temps, donc je vais un peu vite, mais l'idée, c'est de se dire, on lève 2,3 millions, un peu plus déjà de 200 000 € de MRR combiné, et l'ambition, c'est de faire 3 fois notre mise investissement de départ d'ici 5 ans. On peut investir sur plusieurs enveloppes ou dispositifs fiscaux, ce qui rend encore plus l'investissement intéressant. Donc, vous pouvez investir en nominatif pur, donc en direct. Cet investissement est lié à la flat tax à terme. On peut investir en IR-PME, donc bénéficier d'une défiscalisation au moment de l'investissement de 18% qui rentre dans vos niches fiscales. On peut investir en PEA-PME, donc pour lequel il n'y a plus d'impôt auprès de 5 ans, mais uniquement les prélèvements sociaux, ce qui vous permet de diversifier. Il y a beaucoup de PEA, PEA-PME qui végètent un petit peu et sur lequel les lignes ne sont pas forcément investies. Donc, si vous êtes possesseur de ce type de dispositif, je vous encourage vraiment à regarder ce qu'il y a dedans. Et aussi, le dispositif fiscal de apport cession, le 150-0 BTR, qui est encore éligible à ce type d'investissement. Donc ça, ce sont pour tous nos entrepreneurs ou chefs d'entreprise qui ont vendu leur boîte et qui peuvent réemployer une partie donc, de la plus-value de cession dans ce type d'activité, ce qui vous permet donc de retirer une grosse partie d'impôt de la plus-value. Voilà, évidemment, vous avez déjà Apollo 5 qui est ouvert sur notre plateforme. Si vous êtes déjà investisseur, si vous ne l'êtes pas encore, il suffit juste de vous onboarder. On vous accompagnera évidemment avec toutes nos équipes. Je reviens peut-être sur les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, Élie et Guillaume. La première, c'était sur les scénarios de sortie des entreprises. Donc, si les scénarios de sortie ne sont pas atteints, est-ce qu'il y a un laps de temps à partir duquel Apollo 5 se désengage ? Ouais, alors en fait, déjà, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que chaque deal est accompagné d'une négo individuelle de pacte d'actionnaires. Donc, nous, on a un template de ce qu'on souhaite avoir au pacte, qu'on envoie en fait en signature auprès des fondateurs. Donc, quand ils s'engagent dans le deal, ils s'engagent aussi à respecter cette term sheet. Et donc, à la fin des fins, on se retrouve à négocier un pacte d'actionnaires avec les co-investisseurs, les fondateurs et leurs avocats. Dans lesquels notamment il y a des clauses de sortie des fondateurs, de non-concurrence, d'exclusivité, tout un tas d'engagements. Et parmi ces engagements, il y a une clause de liquidité qui dit qu'il est prévu qu'à 5 à 6 ans, notre idée. Alors évidemment, c'est un engagement de meilleurs efforts. Ça reste du juridique. Donc à la fin des fins, ce qui crée l'exit, c'est avant tout l'opportunité business. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a plusieurs relais pour amener du dynamisme sur la liquidité des investisseurs dans Apollo. Un, il y a notre fonds avec lequel on investit. Deux, il y a l'accompagnement qu'on fait sur des sujets M&A et restructuring. On en a fait un sur Apollo 1. On a passé énormément de temps en décembre à faire en sorte de restructurer la boîte, d'amener des nouveaux dirigeants et de repartir avec un scénario de refinancement et un nouveau plan sur 4 ans. Donc ça, c'est aussi des choses qui se construisent avec les fondateurs. 3, il y a évidemment le réseau. On a un réseau d'industriels, de potentiels clients, de groupes du CAC 40. Et donc, on peut créer aussi des liens en vue de faire des exits de la boîte. Et après, en fait, la meilleure des façons de faire des exits, c'est d'avoir des boîtes performantes à la fin des fins. Une boîte performante, c'est une boîte qui va soit être suffisamment sexy pour se revendre à terme parce qu'il y a de la performance,
soit qui va intégrer d'autres startups et devenir petit à petit un consolidateur sur son marché, soit c'est une startup qui va se refaire financer par des fonds beaucoup plus importants en série B, en série C, et qui du coup va ouvrir des fenêtres de sortie aux premiers investisseurs. Guillaume, on peut ajouter, Guillaume, qu'on a eu une première sortie positive sur Apollo 1 avec la société Mantra, sur laquelle, de mémoire, on fait x2 en 1 an et demi, un truc comme ça. On fait x2 en 1 an et demi, ouais, exactement. Et voilà, en fait, la sortie a été conjointement décidée avec les co-investisseurs. C'est aussi important d'avoir des co-investisseurs dans les tours de table, chose qu'on a systématiquement lorsqu'on fait des boîtes Apollo, ou quasi systématiquement. Et effectivement, on a eu une sortie d'une boîte italienne qui faisait de la cybersécurité comme Mantra et qui a proposé de racheter la boîte deux fois la mise à laquelle on était rentré 1 an et demi plus tôt. Je recoupe pas mal de questions sur les frais. Peut-être on peut réétablir un peu ce que ça coûte directement à l'investisseur. Oui, ce que ça coûte à l'investisseur, c'est en fait, il y a 2 types de frais. Il y a des frais d'entrée. Les frais d'entrée, alors ils sont transparents pour vous dans le sens où en fait, vous allez investir dans le véhicule et ce véhicule va se voir prélever 5% hors taxe de frais et va investir le montant net. Donc pour le dire autrement, si à la fin on collecte 2 millions d'euros d'investissement, il va y avoir 5% prélevé et finalement le montant investi sera 2 millions moins 5%, 1,9 million au capital des startups. Voilà. Et l'autre type de frais, c'est un frais qui est très courant dans les fonds d'investissement. C'est ce qu'on appelle le carried. Et c'est un frais qui a vocation à récompenser, entre guillemets, l'acteur qui va accompagner les sociétés puisqu'il sera responsable de la performance de celle-ci. Et c'est un instrument qui va permettre d'aligner les intérêts. Donc en fait, pour le dire très simplement, demain vous investissez, si on vous rend 1,2 fois votre mise initiale, à partir de ce montant-là, il y a un carré qui se met en place et tout ce qui est au-dessus est partagé à 80-20. Donc 80 pour vous et 20% pour Tomcat et Club Funding pour le fait d'avoir généré de la surperformance dans le cadre de l'accompagnement des boîtes. Merci beaucoup. Ça répond à pas mal des questions, notamment sur l'actualisation du MRR. On a également parlé du CARID. Donc ça répond notamment à Régis. Merci pour ces questions très pertinentes. Donc oui, l'investissement est éligible en PEA-PME. Les sorties, on en a parlé. Est-ce qu'il y a une clause préférentielle? Question de Cédric. Alors, est-ce que la clause préférentielle, c'est par rapport au fonds? C'est par rapport à… Oui, non, je pense que Cédric doit parler de la clause de liquidation préférentielle. Effectivement, donc ça, c'est une clause qui permet de nous protéger si demain, il y avait un exit, mais que c'est un exit à la baisse, c'est-à-dire que théoriquement, il ne permet pas de récupérer la mise initiale. On est prioritaire pour récupérer notre argent sur le produit de cession, si produit de cession il y a. Donc, ça veut dire que la situation où finalement on fait 0,5 fois la mise, grâce à la liquide préf, elle nous protège puisque s'il y a un prix à la fin qui est moitié moins que la valeur d'entrée de la boîte, on récupère quand même toute notre mise et à la fin, en priorité. Voilà. Donc, c'est un espèce de matelas de sécurité si on a un scénario un peu moins bien que prévu. Je parle aussi d'une question d'Yves, qui est une question de l'assistance et donc de l'accompagnement pendant les 6 mois des différentes startups. Au-delà de cette période, si une des entreprises demande une aide par rapport à une difficulté ponctuelle, êtes-vous à l'écoute et que faites-vous à ce moment précis sur ces sociétés? Ouais, ça, je peux répondre à celle-là. Donc, oui, effectivement, on reste. Il n'y a aucune boîte à qui on dit non, quoi, pour être très clair. C'est-à-dire que alors, les sociétés qui vont sortir du lot et qu'on va en général sur la série A financer avec le fonds Tomcat, évidemment, on va passer beaucoup de temps avec elles parce que c'est des sociétés qui sont en train de beaucoup performer. Mais toutes les autres aussi, à leur demande, dès qu'elles nous sollicitent, en fait, on ne dit jamais non. Voilà, on ne dit jamais non et donc on va aider des sociétés qui sont peut-être moins performantes, qui sont soit dans le ventre mou, et donc on les aide, on continue à les aider pour essayer de rebasculer sur des dynamiques de croissance plus fortes. Et comme Guillaume le mentionnait aussi tout à l'heure, des sociétés qui vont se retrouver à un moment dans des postures difficiles parce qu'il n'y a plus de cash, parce qu'il faut faire rentrer un nouveau fondateur pour apporter une compétence supplémentaire, etc. Et Guillaume a mentionné une société de Apollo 1 sur laquelle on vient de le faire. Là, on a investi énormément de temps pour les aider à sortir de cette mauvaise passe. Et ça y est, c'est fait. Les trucs ont été réalignés. Il y a un tour de financement qui a été négocié, etc.
Donc, oui, la réponse est oui. Toutes les sociétés qui nous sollicitent à l'issue des 6 mois, on leur répond et on repasse du temps avec elles. On ne dit jamais non. Et pour compléter, l'essence même de cet état d'esprit, il est aussi financier. Hein. C'est-à-dire que le modèle de Tomcat Factory repose sur le succès de ces boîtes. C'est-à-dire qu'on constitue un portefeuille au fur et à mesure. Et si une boîte performe, on est incentivé, en fait. Et on n'est pas juste des consultants qui faisons 6 mois de programme et qui ensuite, on n'est pas payé pour ça. On est payé en equity, principalement, et au succès de nos boîtes. Donc, tout notre modèle repose là-dessus. Oui, et puis c'est un alignement d'intérêt pour tout le monde. Exactement. Peut-être un cas pratique, mais qui va répondre à pas mal de questions, remarques sur la sortie au fil de l'eau des différentes structures. Un exemple de Bertrand, merci pour l'exemple. Je mets 10 000 € dans Apollo 5. Une des sociétés fait un exit à x5 au bout de 2 ans, une autre à x8 au bout de 3 ans. Comment et quand les gains me sont-ils reversés? Alors, déjà, il faut savoir que dans les modalités qu'on a mis en place sur les statuts de la société Apollo, on a fait en sorte d'avoir une certaine flexibilité. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire évidemment, il y a des investisseurs qui, en fonction de leur typologie d'investissement, vont être sur des cas particuliers. Tu parlais tout à l'heure, Nico, du PEA-PME. Il y a aussi l'IR-PME qui est un cas particulier parce qu'il faut garder les actions 5 ans. Voilà. Mais en tout cas, on donnera la main pour que chacun puisse arbitrer et avoir la meilleure situation possible. Donc, Bertrand, imaginons que tu n'es pas contraint par un sujet fiscal. Demain, tu mets… alors, je vais prendre l'exemple avec 9 000 € dans Apollo 5, puisqu'il y a 9 sociétés. Donc, si tu mets 9 000 € dans Apollo 5, virtuellement, c'est comme si tu avais 1 000 € dans chacune des sociétés. Ça veut dire que si tu fais un premier exit au bout de 2 ans qui fait x5, ton 1 000 € que tu avais dans la société en question va devenir 5 000. Donc, tu vas récupérer les 5 000. Et ensuite, s'il y a un deuxième exit, là, tu vas récupérer 8 000 dans ton exemple. Donc, ça veut dire qu'au total, tu vas récupérer 13 000 en théorie. Donc, on va te rendre les 9 000 que tu as mis au départ, plus 20%. Donc, tu vas arriver à 10 800. Et ce qu'il va y avoir entre les 10 800 et les 13 000 théoriques, là, il va y avoir un prélèvement de 20% et tu vas récupérer 80% de la différence entre 10 800 et 13 000. Voilà. Et tout ce qu'il y aura au-dessus, c'est-à-dire que tu auras encore 7 participations actives, et tu récupéreras dans le temps le produit de cession quand il sera disponible. Merci. Pour toutes les questions du PEA-PME, donc en fait, on travaille avec toutes les banques et à chaque fois, on a un process qu'on définit en fonction des différentes banques. Mais il n'y a pas de banque en particulier avec laquelle on travaille plus qu'une autre. C'est plutôt vous où est logé votre PEA-PME. Il y a juste une petite question, Nico. Qu'est-ce qui distingue Apollo 5 d'Apollo 4? Vous voulez finir sur ça? Ouais. En fait, ce qui distingue, c'est le produit en lui-même, c'est-à-dire ce qu'on a mis dedans. Donc, le fonctionnement reste identique. Le principe, les frais, la collecte, le principe de diversification, l'accompagnement reste identique. Mais en fait, c'est un peu la beauté du truc, c'est qu'on donne le choix, en fait, batch par batch aux investisseurs de mettre plus ou moins d'argent dans chacun d'eux. Et en fait, ce choix-là, il doit être arbitré en fonction des startups que vous y voyez. Donc, voilà, le petit conseil que je vous donne, c'est de voir un petit peu l'équilibre par secteur des boîtes. Peut-être qu'il y en a qui vous parleront aussi plus que d'autres. Mais c'est vraiment ce qu'on a mis à l'intérieur qui distingue le 4 du 5. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'entre Apollo 4 et Apollo 5, vous avez la possibilité, avec des montants qui sont inférieurs à ce qui était auparavant sur le private equity, d'investir dans 16 boîtes. Parce qu'il y avait 7 boîtes dans Apollo 4, 9 dans Apollo 5. Donc, la possibilité de mutualiser votre investissement sur des sociétés qui ont déjà du chiffre d'affaires. Exactement. Je pense que nous avons dépassé de 16 minutes, mais les gens ne partaient pas trop. Donc, je pense que ça a dû intéresser pas mal de gens. Merci à tous. Merci Guillaume, merci Elie de votre temps, de vos explications pour ce webinaire très riche et enrichissant pour tout le monde. Dans la partie chat, Victor vous a mis le lien directement si vous voulez aller sur la plateforme. Merci infiniment. On viendra vers vous si vous avez des questions et la collecte est ouverte si vous souhaitez vous positionner. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.